Lundi 15 novembre 2021, la librairie Ombre Blanche recevait Patrice Béguin, ancien directeur régional des affaires culturelles et ancien adjoint à la culture et au patrimoine de la ville de Lyon. Il y présentait ce jour-là son ouvrage, coécrit avec Michel Knebler, intitulé « Dictionnaire historique du patrimoine », paru chez Fage Éditions. Bonne écoute. Vous avez, Patrice, une autorité silencieuse qui m'épate. On voit quelqu'un qui a gouverné quand même un peu son équipe. Bon, merci à toutes et à tous d'être présents. J'espère que nous aurons encore quelques visites plus tardives. Alors, pour le coup, je ne sais même pas si c'est la peine de vous présenter. Oh là, je sens du doute. Alors, bon, tout de même, donc Drac, mais ici et ailleurs, comme dirait Jean-Luc Godard, de 1983, oui, non pas de 2083, de 1983 à 1996, Patrice, puis entre autres la direction de la FEMIS, puis évidemment ce mandat d'adjoint à la ville de Lyon dans le domaine de la culture, cette chose que vous connaissez si particulièrement bien, de 2001 à 2008, je ne me trompe pas. On ne l'a pas proposé à Toulouse. C'est-à-dire qu'il n'y a peut-être pas autant de culture que cela à Toulouse. La culture est peut-être plus à Lyon qu'elle n'est ici. Enfin, en tout cas, nous sommes souvent à regretter qu'elle ne soit pas aussi présente que là d'où vous venez. Je peux le dire. Oui. Merci. Et puis, ça n'est pas la première fois que vous venez parler de livres ici, où je vous ai beaucoup vu, et je vous remercie d'avoir été si présent auprès de la librairie, et auprès des livres, parce que je crois que c'est quand même une chose qui vous est propre et chère, c'est d'être toujours en quête de choses à lire, mais aussi donc à écrire. Un livre sur le patrimoine, un dictionnaire historique de Lyon, une histoire de la peinture à Lyon, peut-être même dans la région lyonnaise, qui sait, et puis tant d'autres choses. Et puis, bon, ce livre que vous publiez avec Michel Knebler, vous allez nous dire assez vite comment s'est montée cette énorme affaire. Et Michel Knebler, donc Drac, vous me disiez tout à l'heure, à la Drac, à la Drac, de 1980, depuis 1981, vous en parliez il y a quelques minutes, pour la documentation jusqu'en 2009, alors d'abord Toulouse, jusqu'en 91, puis Lyon, plus longtemps qu'à Toulouse, finalement, il y a peut-être plus à faire, alors sait-on jamais. Et puis l'enseignement aussi, on parlait de l'ANSSI, mais il y a aussi l'université à Lyon, et aussi des livres sur le patrimoine, parce que finalement, c'est quand même... et les politiques culturelles. Et politique culturelle. Il faudra prendre le micro pour le dire plus fort. Ainsi que vous, Patrice, vous devrez prendre le micro. Voilà, donc le dictionnaire historique du patrimoine. Tout à l'heure, dans mon bureau à la librairie, on se disait, parce que moi, je trouve ce livre vraiment tellement enthousiasmant et passionnant que, évidemment, la seule réserve, si c'est une réserve, je ne sais pas, peut-être qu'au bout du compte, enfin, la couverture cache, sous son apparente austérité, elle cache une espèce de grande vivacité et une grande énergie et beaucoup de choses à découvrir et à comprendre, que vous nous donnez à lire et à entendre. Voilà, donc cette forme rigide apparemment rigide du dictionnaire, qui est employée peut-être pour la commodité, parce qu'après tout, il y a rien de plus simple qu'un ordre alphabétique, mais c'est un artifice, parce que sous cet artifice, il y a donc toute une espèce d'évolution, de révolution, encore une fois, d'énergie complétée par, et ça nous permet aussi de nous repérer, par deux index, donc un index des lieux et un index des patronymes.
Sur cette couverture, pour y revenir, le mot historique, quand même, c'est le mot pour lequel l'éditeur ou vous avez le plus insisté. Donc c'est le caractère, c'est la police de caractère la plus importante. Et c'est vrai que, on en parlait là aussi tout à l'heure, c'est un livre qui d'abord est monté, je ne sais pourquoi, on ne peut pas être vigilant sur tout, et d'autant que moi j'ai quand même pris beaucoup de distance. Donc ce livre était là-haut, au rayon de livres histoire de l'art, et donc il va redescendre vite dans ce rayon auquel finalement il est peut-être plus probablement destiné, qui est le rayon histoire, parce que c'est un livre d'histoire. Est-ce que vous l'avez voulu ainsi? Comment? Pourquoi? Oui, merci d'abord Christian de votre invitation d'Ombre Blanche. Merci aux amis qui sont là et dans lesquels nous avons, pense plaisir, Michel et moi, à retrouver un certain nombre de visages et toutes les histoires qui vont derrière ces visages. Alors, c'est particulièrement émouvant pour Michel et moi de nous retrouver à Toulouse, puisque c'est ici que nous nous sommes connus. Ce n'est pas le début d'une romance, je le précise tout de suite, mais c'est le début d'une fraternité intellectuelle, j'ai envie de la qualifier comme ça, qui nous avait amené à la fin du siècle dernier, d'ailleurs, à former ce projet d'un dictionnaire du patrimoine. Nous avions commencé à esquisser des listes, et puis nos vies respectives, qui nous ont néanmoins permis de nous retrouver à Lyon, bien évidemment, nous ont un peu, avec la charge de travail qu'elle portait, écarté de ce projet. Et puis, la retraite venant pour Michel, la retraite étant venue depuis plus longtemps pour moi, la maturation aussi de la réflexion sur le patrimoine nous a amené à proposer à un éditeur lyonnais, Gilles Fage, de prendre en charge ce projet. Alors, qu'est-ce qu'il caractérise? Ce qu'il caractérise, c'est au fond deux pôles qui sont tressés. Le premier pôle, c'est depuis plusieurs décennies l'abondance d'ouvrages, de livres, de colloques, d'articles, d'expositions sur des thématiques relatives au patrimoine. Si vous êtes un peu spécialiste de la question, il y a une littérature grise considérable sur le patrimoine aujourd'hui. Nous lui avons d'ailleurs fait une place importante dans notre ouvrage à travers des bibliographies qui, pour chaque notice, sont à peu près à jour, et en citant beaucoup de ces auteurs qui nous ont nourris, qui ont nourri notre réflexion, qui ont nourri notre approche du patrimoine. Et puis il y a un autre pôle qui est au fond l'appétence du public, un public assez large, pour ce qu'on appelle, on aura l'occasion sans doute de revenir sur la notion, le patrimoine. Le succès des journées du patrimoine, par exemple, la création d'une fondation du patrimoine, un monsieur patrimoine sorti du chapeau depuis quelques années et qui, au fond, est tout à fait utile dans son rôle, qui s'adresse au grand public, sans compter les investissements considérables consentis par l'État, par les collectivités territoriales en matière de patrimoine, la restauration des monuments, la création ou la modernisation des musées, la place donnée, notamment par les départements, à leurs services d'archives, la place donnée par les villes à leur bibliothèque patrimoniale. Il y en a ici une très belle, dans un bâtiment qui est lui-même un bâtiment patrimonial. Bref, il y a donc ce symptôme très fort d'une patrimonialisation de notre société, et plus largement de nos sociétés occidentales en particulier. Et on aura peut-être l'occasion d'en parler, cette émergence d'une revendication patrimoniale venir aujourd'hui de l'Afrique. C'est tout le débat sur les restitutions des biens culturels qui ont été transférés lors de la colonisation. Et donc nous avons voulu au fond jeter un pont entre ces deux éléments, cette richesse d'investigation, de recherche sur la notion de patrimoine, sur l'histoire de cette notion de patrimoine, et puis cette appétence du grand public. C'est un peu le propos de ce dictionnaire,
qui a été conçu sous la forme d'un dictionnaire. Pourquoi? Parce que nous n'avions pas l'intention, Michel et moi, d'écrire une théorie du patrimoine. Il y en a qui sont essayés, c'est parfois fort intéressant. C'est toujours risqué parce que on risque vite de manquer certains éléments ou bien de devenir un peu absconce. Donc nous avons choisi la forme d'un dictionnaire parce que un dictionnaire, c'est plaisant. Je ne sais pas si c'est votre sentiment, nous aimons l'un et l'autre à parcourir des dictionnaires de toutes sortes. Montaigne, c'est une citation que nous avons retenue dans notre avant-propos, parle de ses essais comme à saut et à gambade pour les parcourir. Eh bien, là, on va à saut à gambade, c'est-à-dire qu'on lit ce qu'on veut, puis il y a un système de renvoi d'une notice à l'autre qui permet, si l'on veut, de passer tout de suite 100 ou 150 pages plus loin. Trois blocs dans cette conception. Un bloc de personnalité qui nous semble avoir marqué l'histoire du patrimoine. Ça commence avec un historien grec, qu'on a parfois appelé le premier ethnologue, qui s'appelle Hérodote. Et puis ça se finit d'ailleurs avec un sociologue, un ethnologue, qui est fort présent à Toulouse, qui s'appelle Daniel Fabre, auquel Michel a consacré une belle notice. Et puis, il y en a à peu près 120, des noms de personnalités. Il y en a exactement 99. 99, voilà, pardon. Et puis, oui, parce que Michel voulait absolument qu'on arrive à 100, et puis, on n'y est pas arrivé. Et puis, il y a ensuite un certain nombre de sites et de monuments, une quarantaine, voilà. Et puis des thématiques patrimoniales générales. Alors, pour terminer, je précise tout de suite que nous n'avons eu aucune prétention à l'exhaustivité. Nous n'avons pas parlé de toutes les personnalités qui ont marqué l'histoire du patrimoine, de tous les monuments qui illustrent la notion de patrimoine. Nous avons choisi des personnalités et des monuments en particulier en fonction de la thématique qu'elles nous permettaient d'aborder. Je prends un exemple local. Il se trouve qu'il y a, à tout seigneur, tout honneur, 2 notices de sites consacrés à Toulouse. Saint-Cernin et les Jacobins. Pourquoi Saint-Cernin et Jacobins? Pas pour raconter l'histoire de ces édifices prestigieux. Nous ne sommes pas historiens de l'art, nous ne sommes pas historiens de l'architecture. Mais pour illustrer à travers la notice Jacobin la déshérence puis la résurrection d'un monument historique majeur de la ville de Lyon et bien au-delà, et de la ville de Toulouse. Je confonds souvent Toulouse et Lyon, excusez-moi, ce sont les 2 villes qui sont restées les plus chères à mon cœur, hormis mon petit village du Lot maintenant. Donc, qui illustre la déshérence et la résurrection d'un monument, et puis Saint-Cernin, qui illustre la problématique de la restauration d'un monument historique. Il se trouve que nous avons été, d'ailleurs, l'un et l'autre, et c'est vrai pour d'autres notices, acteurs de cette aventure, de cette histoire. C'est aussi peut-être un regard particulier que nous portons sur pas mal qui transparaît peut-être à travers pas mal de notices, c'est que nous ne sommes pas seulement, n'avons pas voulu seulement faire œuvre de science, je pense que la science est présente dans ce livre, ni de réflexion, mais aussi témoigner d'une expérience de gestion du patrimoine. J'ai consacré une notice à la question de la création contemporaine dans les monuments historiques. Bien évidemment, j'y évoque tous les problèmes qui ont surgi au moment de la commande passée par le ministre de la Culture à Pierre Soulages pour l'église abbatiale de Conques. Voilà un peu l'esprit dans lequel nous avons conçu ce dictionnaire. Pas d'exhaustivité, mais des personnalités, des sites et des monuments choisis au fond à chaque fois comme une espèce d'étude de cas d'une problématique patrimoniale. Alors peut-être dire comment ça a été conçu. L'idée, donc, il fallait d'abord établir une liste, justement, pour essayer de croiser quelques décennies d'expérience du patrimoine, quelques décennies aussi de lecture. Nous avons pas mal lu sur cette question-là. Et puis, de façon donc à couvrir
cette histoire, effectivement, Christian le disait tout à l'heure, c'est un livre d'histoire qui essaye de donner des clés pour comprendre comment, au fil des siècles, et même au fil des millénaires, la conscience du patrimoine, le sentiment du patrimoine a pu apparaître et se développer, et peut-être aussi tordre le cou à une idée qui veut que, au fond, tout a commencé à la fin du XVIIIe siècle avec la Révolution française qui aurait tout inventé, sans évidemment nier l'importance qu'a eu cet événement fondateur, y compris dans la transformation du patrimoine en une catégorie d'intervention publique, quoi. Bon, donc l'idée d'établir la liste. Ensuite, faire en sorte que dans la rédaction, on puisse introduire une lecture qui soit, selon la formule de Patrice, c'est vous dites comment, un livre savant, mais pas pour les savants, quelque chose comme ça, hein. Voilà, donc c'est quelque chose qui se veut effectivement rigoureux sur le plan historique et scientifique, mais qui peut être lu par ces gens qui courent les monuments et les sites lors des Journées européennes du patrimoine, par exemple. Donc l'idée, c'est que dans chaque notice, on puisse aussi faire le lien avec d'autres personnalités, d'autres monuments, d'autres thématiques, et donc techniquement, petit astérisque qui permet de signaler au lecteur que s'il veut compléter, il peut aller voir quelques dizaines ou centaines de pages plus loin une autre notice qui fait écho à ce qu'on lui dit dans celle qu'il est en train de lire. Autre chose, les références bibliographiques. Il aurait été très indigeste, sans doute, de mettre en fin de volume l'ensemble des livres ou articles qu'il nous a été donné de lire pour rédiger tout cela. Et donc on a préféré accompagner chacune des notices de quelques-unes de ces références en essayant de faire en sorte que ces références soient les plus actualisées possibles. Et Patrice le signalait tout à l'heure, Dieu sait qu'il se produit énormément de textes. Tout à l'heure, rien que en passant dans cette merveilleuse librairie qu'est Ombre Blanche, et que les Lyonnais que nous sommes, enfin que je suis moi devenu jalouse, parce que ça n'existe pas à Lyon, une librairie comme ça, ben je voyais par exemple un bouquin sur Champollion, un bouquin sur le patrimoine mondial en péril, voilà, autant de livres qui n'existaient pas quand on a rédigé les notices correspondantes. Voilà. Donc, essayez de donner des clés au lecteur. S'il a envie d'en savoir plus, il a cette bibliographie. Et puis, il y a ce qui, à mon avis, est essentiel dans ce type de livre, c'est les index. Bon, il n'y a que 40 personnalités, mais il y a 2500 personnes qui sont citées dans le livre. Il n'y a 99, oui, pardon. 99. Il n'y a que 40, là pour le coup, sites et monuments, mais il y en a à peu près 4000 qui sont cités dans le livre, hein, voilà. Et je pense que c'est à travers les notices, les références biographiques, les renvois et les index qu'on peut faire ce cheminement. Et là, je laisse aux Oulipiens le calcul des probabilités d'entrée et de sortie des 226 notices du livre. Alors justement, on va peut-être commencer par les index, parce que moi j'ai commencé à prendre le livre à la première lettre, à la lettre A, et donc là on attaque Léon Battista Alberti, bon, le XVe siècle, et on voit tout de suite les références que justement le XVIIIe va reprendre. Donc on continue, on progresse dans le A avec Alésia, avec un site particulièrement, on va dire particulièrement symbolique pour notre belle nation. Et puis au bout d'un moment, on finit tellement par s'égarer, parce que nécessairement,
qui dit Alberti, qui dit Alésia, dit déjà un premier voyage vers le cœur du livre, puis vers le fond du livre. Bon, finalement, on finit par se référer à l'index, aux index, donc patronyme et lieu. On pourrait peut-être commencer par celui des patronymes. Et justement, celui des patronymes permet de recomposer peut-être ce que vous aviez, Michel, commencé à évoquer, c'est-à-dire cette naissance de l'idée et de la conception, la pensée du patrimoine. Alors, vous l'évoquiez plutôt à partir de la Révolution française, mais de fait, elle est en gestation probablement bien avant, même évidemment dès la Renaissance, mais surtout le XVIIIe. Et on voit une espèce d'efflorescence de penseurs et de praticiens du patrimoine à travers l'index, beaucoup évidemment au XIXe, beaucoup sont logés dans ce XIXe très profus, mais évidemment dès le XVIIIe et dès le siècle des Lumières. Donc on peut déjà, pour vous parler du jeu olympien, on peut déjà composer peut-être une histoire du patrimoine à travers ces références que l'on trouve dans cet index si bien fait, et puis dans lequel finalement on se perd aussi dans nos propres expéditions. Peut-être. Alors, nous allons parler évidemment du XVIIIe siècle, Christian, mais nous insistons sur le fait que si le mot fait de brèves apparitions, effectivement, au moment de la Révolution française, notamment lorsqu'un député, plutôt de Maison Rouge, parlant des émigrés, dit que le patrimoine de quelques-uns ou le patrimoine des familles devient le patrimoine de tous, passage au fond de la notion traditionnelle de patrimonium, ce que l'on conserve et ce que l'on transmet, à la notion moderne du patrimoine qui va s'imposer dans l'usage seulement au milieu du XXe siècle, le patrimoine conçu comme, au fond, un bien commun. C'est ça, le XVIIIe siècle marque très fortement ce moment, et au fond, c'est vrai que c'est le XVIIIe siècle, et en particulier la Révolution française, qui invente le patrimoine comme bien commun. Mais la préoccupation patrimoniale, c'est-à-dire à la fois le sentiment du patrimoine dans sa dimension affective, que la conscience du patrimoine, voire la politique du patrimoine, ce sont trois termes, trois temps différents à notre sens, sont bien antérieurs. Et ça remonte notamment, pour ne pas remonter plus loin, à la façon dont, après la chute de l'Empire romain, les sociétés européennes doivent gérer l'héritage monumental et artistique de la Rome antique. C'est un problème majeur qui se pose. Et nous avons au VIe siècle, pardonnez-moi de retarder le moment où nous arriverons au XVIIIe siècle, chère Christian, nous avons au VIe siècle un personnage important qui s'appelle Cassiodore, qui joue un rôle très important dans la chancellerie du roi Théodoric, qui est le roi ostrogoth de l'Italie, les Visigoths ici, et puis en Espagne, et puis les Ostrogoths en Italie, pour resituer ça pour tout le monde. Et donc Cassiodore est un personnage important, c'est lui qui écrit les lettres du roi, et il donne des instructions très précises sur les problèmes de conservation du patrimoine. Et si on veut même aller plus loin, la première occurrence du mot patrimoine figure dans le texte d'un historien qui écrit en grec, qui s'appelle Procope, excusez-moi de toutes ces précisions, qui, parlant de la façon dont les habitants de Rome, à l'époque c'est quelques dizaines de milliers, plus rien à voir avec la splendeur des centaines de milliers d'habitants d'autrefois, prennent en charge ce qu'il appelle ta patria en grec. Ta patria, c'est le legs des ancêtres, c'est bien le patrimoine. On ne peut pas le traduire autrement que par le patrimoine. Donc la première occurrence du mot patrimoine en Occident, et sans doute ailleurs, pour toute la planète, c'est bien dans ce texte de Procope au VIe siècle après Jésus-Christ. Bon. Après, il y a une étape très importante qui va être l'étape de l'humanisme et de la Renaissance. C'est la façon dont les humanistes, Pétrarque le premier dès le XIVe siècle, et ensuite les humanistes de la cour pontificale au XIVe et au XVe siècle, vont prendre en charge la question patrimoine et vont rencontrer l'intérêt des papes qui,
dans leur lutte séculaire contre l'empereur et contre le pouvoir séculier, vont trouver un moyen d'affirmer leur légitimité comme étant les successeurs des empereurs de Rome. Hein. Et c'est pour cela que les premiers grands textes patrimoniaux, notamment une instruction proposée par un personnage qui n'est rien moins que Raphaël à un pape, datent de cette période. La première politique vraiment organisée de protection du patrimoine, c'est au XVe, au XVIe siècle, après que les papes sont revenus d'Avignon, la politique pontificale. Et on va avoir, au XVIIIe siècle, cette fois, avant même la Révolution, certains souverains, notamment le roi Jean V du Portugal, c'est un texte qui est très peu connu des historiens français, et nous le publions, qui prend un décret sur l'instigation de son ancien ambassadeur à Rome, et qui va, c'est pas un hasard, bien évidemment, qui va donner des consignes très précises sur la prise en compte de tout l'héritage patrimonial lusitanien, dans toutes ses dimensions historiques, aussi bien romains, celtiques, etc., etc., et avec des instructions très précises qui sont données aux municipalités pour prendre ça en charge. Donc, vous voyez, mais ce qui est tout à fait exact, c'est que on est toujours à l'articulation entre un souci, comment dirais-je, du pouvoir, plus qu'une prise en charge d'un concept qui n'existe pas encore à l'époque, de la nation. Voyez, ce sont les princes, au fond, qui, d'une certaine façon, que ce soit les papes, les rois, qui veulent, au fond, légitimer et fonder leur pouvoir sur la prise en compte et la prise en charge, même, de l'héritage monumental et artistique des siècles passés. Ce qui change complètement, évidemment, au XVIIIe siècle, dans le cadre des décisions prises par les assemblées révolutionnaires, c'est que, effectivement, on passe d'un patrimoine qui est le patrimoine des particuliers, le patrimoine des souverains, à un patrimoine qui va, au fond, intégrer le concept de nation, et ça, c'est une nouveauté considérable. J'insiste encore sur un point, c'est que il y a quelque chose d'extraordinaire quand on lit ça, de fabuleux, hein, quand on voit tous les problèmes que les conventionnels en particulier, hein, de 1792 à 1793, à 94, ont à gérer. Hein, la Convention, c'est la guerre, c'est la menace intérieure, la guerre civile, les puissances européennes coalisées contre la Révolution. Et pourtant, ces hommes, il n'y a pas de femmes, il y a la seule qui a osé monter le ton à l'époque, Olympe de Gouges a été envoyé à l'échafaud. Bon, ces hommes qui, au milieu de tout cela, ont le souci de la préservation des collections royales, des collections des émigrés, des abbayes, des monuments, des temples. À côté de cela, il y a évidemment une autre tension qui est celle de l'éradication. C'est autour de cela que fonctionne le couple révolutionnaire. Hein. Éradication de tous les signes de l'oppression et de la superstition. Hein. Et en face d'eux, des hommes qui disent non, 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 de tout cela, qui sont effectivement le lait des tyrans, faisons le bien commun. C'est cela qui marque fondamentalement, effectivement, l'apport essentiel de la Révolution française à la notion de patrimoine. Je peux me permettre la question qui était bien après, mais concernant justement la Commune de Paris. Pour vous, qu'est-ce qui est venu justement différencier l'attitude des révolutionnaires de 1789 et ceux de 1871 ? Alors, il y a effectivement une notice sur la Commune de Paris. Une notice importante sur la Commune de Paris. Alors là, c'est tout à fait... Il y a déjà des gens qui, en 92, 93, 94, sont partisans de la tabula rasa. Hein. Bon, il y a quand même un certain nombre de monuments qui connaissent des dégradations considérables et un certain nombre de monuments même qui sont détruits durant la période révolutionnaire. Il ne faut pas non plus en donner une image trop flatteuse. Alors en 71, au moment de la semaine sanglante en particulier, c'est beaucoup plus complexe. La commune, c'est un... Je ne vais pas entrer dans le débat politique sur la commune, ce n'est pas notre objet. Comment ? Surtout en année de commémoration, qui a d'ailleurs été très, très terne.
hein, bon. On ne peut pas dire que ça ait mobilisé les foules, les populations, et même celles et ceux dont on aurait pu penser qu'ils se vivent comme les héritiers de la commune. La commune, c'est différent. Le problème se pose il n'y a pas de... Pendant la période de la commune, avant la semaine sanglante, la semaine sanglante, en mai donc 71, il n'y a pas d'acte de vandalisme particulier il y a quelques illuminés qui veulent un peu intervenir à Notre-Dame, mais c'est tout à fait marginal. Ce qui va se passer dans la semaine sanglante, c'est qu'il y a au fond une espèce d'exaspération. Il y a la pression évidemment de l'armée versaillaise qui petit à petit va gagner du terrain dans Paris. Et puis il y a un certain nombre de chefs communards dans un contexte de désorganisation politique. La commune, c'est une organisation politique, c'est le meeting permanent, si je puis dire. Hein. Bon, donc chacun a son avis et il n'y a pas vraiment d'autorité de régulation. Donc vous allez avoir un certain nombre de chefs communards qui vont prendre des décisions. Les incendies de la commune, c'est-à-dire l'incendie des Tuileries en particulier, la tentative d'incendie du Louvre, heureusement conjurée, sauf que la bibliothèque du Louvre est complètement détruite, l'incendie d'un certain nombre de monuments, de bâtiments importants comme l'hôtel de ville, la chambre des comptes, etc. Ce sont des décisions qui sont prises par des individus, par des chefs communards. C'est pas du tout une décision concertée, organisée, et chez certains, c'est une façon de marquer qu'il n'y a rien à attendre du passé, d'une certaine façon. Hein, qu'il n'y a rien à attendre du passé et que sans autre souci, il faut que le peuple manifeste une politique de la table rase. Hein. C'est ça, je crois. C'est pas une politique concertée, ce sont des individus qui prennent des décisions en fonction de leur idéologie. Donc, je crois que c'est ce qui caractérise beaucoup la commune. Ce qui d'ailleurs met quelqu'un comme Victor Hugo, qui est à ce moment-là à Bruxelles, qui est rentré à Bruxelles. Il est revenu après la chute de l'Empire, puis il est retourné à Bruxelles pendant la poursuite de la guerre franco-prussienne. Il est très, très embarrassé, Hugo, parce qu'il a passé sa vie à pourfendre, c'est un des grands penseur de la notion de patrimoine au XIXe siècle, bien sûr, à travers un texte magnifique qui s'appelle « Guerre aux démolisseurs ». Il est très embarrassé parce qu'il a passé sa vie à pourfendre tous ceux qui, effectivement, mettent à mal le patrimoine, en particulier le patrimoine de la France du Moyen-Âge. Et puis là, depuis Bruxelles, avec la façon dont les nouvelles lui parviennent, on n'est pas à l'ère des téléphones instantanés, des Twitter, bon, ça met du temps. La façon dont les nouvelles lui parviennent, mouvement La République, évidemment, c'est plutôt son affaire. La commune en partie, même s'il est lucide sur les conflits qui agitent à l'intérieur de la commune. Et il a quelques très beaux textes qui paraissent ou qui marquent bien son embarras. Je peux en citer un. Je vais en citer un seul parce qu'il illustre bien une problématique qui est celle de la commune. Voici ce que dit Hugo. Nous avons voulu, dans notre livre, non seulement, je l'ai dit tout à l'heure, donner la parole à tous les historiens, les philosophes, les ethnologues qui ont écrit depuis quelques 30-40 ans sur le patrimoine, mais à tous les acteurs aussi du patrimoine, c'est-à-dire parfois des acteurs très, très anciens. Et voici ce que dit Hugo à propos de... Il a deux types de discours dans des textes qui vont paraître ensuite. Dans Paris incendie, voici ce qu'il écrit. « J'accuse, ô nos aïeux, car l'heure est solennelle, votre société, la vieille et criminelle. La scélérate a fait tout ce que nous voyons. J'accuse le passé, vous dis-je. Il a tout fait. Hélas, il a créé l'indigence sinistre qui saigne et qui se venge au hasard sans savoir et qui devient la haine étant le désespoir. Autrement dit, si des gens mettent le feu aux Tuileries ou à l'hôtel de ville, c'est parce qu'on les a laissés dans l'ignorance et c'est donc la société de privilégiés, la société réactionnaire qui en est responsable. Mais dans le poème précédent, voici ce qu'il avait écrit. Quant à moi, je doute qu'on soit quitte pour dire au peuple murmurant ce qu'on fait est petit, mais ce qu'on brise est grand. On n'est pas quitte de dire aux gens, bon, ce qu'on fait, c'est pas terrible, mais ce qu'on brise est grand. C'est-à-dire, il y a une espèce de hiatus, au fond, entre
dans la position de Victor Hugo, qui est très, très lucide sur ce qui se passe alors à Paris. Alors Michel, je reviens sur cette dimension historique qu'on peut lire évidemment soit de la lettre A à la lettre Z, soit à travers un voyage à travers les index. Et donc le patrimoine, c'est de l'histoire, du récit, de l'organisation, mais finalement cet index des patronymes le montre plus essentiellement. C'est aussi une affaire d'hommes qui ont des idées et des initiatives. Et cet index est riche d'hommes qui ont des idées et des initiatives, pas tout le temps si bien vécues que cela. Et c'est quand même ces idées, ces initiatives qui ont amené finalement au patrimoine tel qu'on le conçoit aujourd'hui. Soit au XVIIIe, soit au XIXe, ou bien avant, au VIe. Oui, alors je crois que s'il y a une chose que peut apporter peut-être ce dictionnaire, mais ce qu'il peut conforter plutôt, c'est le fait que, pour parler comme les ethnologues, le patrimoine est bien un fait social total, c'est-à-dire quelque chose qu'on peut bien sûr appréhender à travers de l'histoire, et c'est vrai que l'histoire est sans doute la science humaine la plus mobilisée dans ce travail, mais on l'aborde aussi sous l'angle philosophique, sous l'angle ethnologique, ou anthropologique, sous l'angle économique, cher Alain, sous l'angle sociologique. Il y a une notice sur les pratiques culturelles en matière de patrimoine. Voilà, donc on a, à partir de ce concept-là, de multiples façons de l'appréhender. Et du coup, effectivement, ça nous permet de mettre en valeur des personnes qui apportent, finalement, si j'ose dire, leur pierre à l'édifice à partir de points de vue extrêmement différents. Par exemple, il y a une notice sur les langues et il y a une notice sur la ville marquée en Bretagne ou bien Mistral en Provence. Voilà des gens qui ont contribué à faire avancer le sentiment et la conscience du patrimoine à partir d'une approche qui n'est pas une approche seulement matérielle, mais une approche immatérielle, en particulier linguistique, où à travers les rites, les fêtes, les savoir-faire, etc. Il y a aussi une notice sur quelqu'un, toujours en Bretagne, Jacques Cambry, par exemple, qui est sans doute un des premiers à avoir essayé de faire ce qu'on pourrait appeler un inventaire du patrimoine culturel immatériel dans le Finistère. Si on transposait avec notre vocabulaire actuel, c'est un peu la démarche qu'il fait à la fin du XVIIIe siècle en Finistère. Voilà, donc je crois que l'idée, c'était aussi de dire que le patrimoine, oui, c'est un objet extrêmement complexe et qui peut être appréhendé de différentes façons. Et donc un certain nombre de gens, au fil des siècles, ont aidé à justement essayer de démêler cet écheveau d'idées, de notions, de concepts qui, au fond, composent le patrimoine. Alors, pour poursuivre ce que dit Michel, ce qui est frappant, c'est que les gens dont il vient de parler sont aussi des acteurs. Je veux dire, ce qui est caractéristique de la plupart des personnalités que nous avons évoquées, c'est que ce sont des gens qui agissent dans leur domaine à des titres divers, en même temps qu'ils réfléchissent et qu'ils écrivent. Il y a une espèce de... Le patrimoine, c'est une pensée, c'est une conscience, mais c'est aussi une action. Et donc, ces gens qui écrivent sur le patrimoine sont aussi des gens qui conservent, qui collectent, qui transmettent. Il y a toujours dans le patrimoine une réflexion, un discours, un propos, et il y a une activité matérielle. Le patrimoine, même quand le patrimoine est immatériel, il ressort de la collecte. Quand on collecte des champs, etc.,
peu importe, on ne collecte pas des objets, on collecte des sons. Donc on est vraiment dans un travail, c'est à la fois penser et faire, hein, l'action patrimoniale. C'est les deux choses qui sont, à notre sens, totalement liées. Oui, Mistral, c'est à la fois le trésor des Filbridge, hein, mais c'est aussi le Muséum d'Arletten. Il fait bien les deux, hein, en même temps. Il fait un dictionnaire, lui aussi, mais linguistique, et puis il conçoit et il construit le musée. Le musée de la Provence, tel qu'il la fantasme un peu. Alors justement, il y a des savants, il y a des érudits de toute époque, il y a des aventuriers, enfin, ou en tout cas, je pense à Schliemann, à Champollion, à Vivant Desnoms, et évidemment, là, tout d'un coup, ça fait un peu plus bouillir le niveau de littérature et d'imaginaire. Et puis, bon, on en parlait tout à l'heure au café, il y a une partie importante donnée à l'ethnologie, ce qu'on a pu appeler à un moment donné le folklorisme. Mais par exemple, j'ai été très, très agréablement, non pas surpris, mais la notice sur Daniel Fabre. D'ailleurs, je pense que l'année prochaine, nous aurons une rencontre autour des travaux de Daniel, puisque Gallimard sort un recueil qui a été longtemps ajourné dans la bibliothèque des histoires au mois de février. Et donc ça sera une reconnaissance nouvelle pour Daniel Fabre. Et je crois que c'est vous, Michel, qui avez écrit cette notice. Là, on voit l'importance de personnes, évidemment connues dans leur milieu, mais qui ne sont pas aussi dans le grand public réputées que ne le sont Vivant Desnoms ou Schliemann. Oui, alors Patrice l'a rappelé tout à l'heure, le projet, il est né il y a 25 ans presque, 1997. Il est certain que si nous avions fait ce livre dans les dernières années du XXe siècle, il n'y aurait pas eu la même place faite à ce patrimoine qu'on appelle dans le jargon administratif le patrimoine ethnologique, qu'à l'UNESCO on appelle de ce syntagme très étrange patrimoine culturel immatériel, comme s'il pouvait exister un patrimoine qui ne soit pas culturel. Voilà, et comme si tout patrimoine s'incarne forcément soit dans un objet, soit dans des gestes, soit dans des plats de cuisine, etc. Bon, bref. Donc, il n'y aurait certainement pas eu la même place là-dessus. Alors, je crois qu'on est là, on illustre un phénomène qui est finalement extrêmement intéressant sur les 2, 3, 4 dernières décennies, c'est le fait qu'on est passé peu à peu, en France en tout cas, d'un concept de patrimoine lié à la nation, mais dont Patrice pourrait dire que c'est quelque chose qui a été repris aussi dans d'autres pays au XIXe siècle, notamment à travers la création de musées, où chaque pays a souhaité se doter d'un musée universaliste après avoir récupéré souvent les rapts et les pillages qu'avaient fait les armées de Napoléon. Donc, on est passé donc d'une notion du patrimoine très liée à l'idée de nation à une idée du patrimoine qui est à la fois très fortement ancrée dans un territoire, donc liée à ce que dans les années 30, avec des gens comme Georges-Henri Rivière, par exemple, ou Paul Rivet, on appelait le folklore ou les arts et traditions populaires, ou Van Gennep aussi, qui a sa notice, bien sûr. Et puis, d'un autre côté, une conception du patrimoine qui est élaborée à l'échelle internationale dans des instances comme l'UNESCO, bien sûr, le Conseil de l'Europe, l'ICOM, l'ICOMOS, autant de structures, bien sûr, auxquelles nous consacrons des notices. Et je crois que c'est au fond, pour le dire de façon un peu triviale, cette notion du patrimoine
liée à une nation et en quelque sorte prise en tenaille entre une territorialisation de cette notion à travers notamment les mouvements régionalistes ou folkloriques, art et tradition populaire, enfin, etc., toutes les appellations qui ont lieu, d'où une reconnaissance dès 1980 avec la création de la mission du patrimoine ethnologique au sein de l'administration, mais qui, au fond, transcrit dans l'organigramme d'un ministère ce que le monde des musées a déjà entrepris avec les sociétés savantes dès le XIXe siècle et avec le pouvoir du Front populaire. On a consacré une notice au Front populaire dont l'action en matière de patrimoine et à mes yeux de façon assez inexplicable, souvent méconnue, et en tout cas sous-estimée. Voilà. Donc, d'un côté, cette territorialisation, et d'un autre côté, cette internationalisation qui fait qu'on vient bousculer la notion telle qu'elle nous a été transmise à nous, Français, par l'héritage révolutionnaire, d'où l'influence de l'UNESCO avec, en 2003, l'adoption de la Convention sur le patrimoine culturel immatériel, qui fait que la France, l'ayant ratifié, aujourd'hui, adapte ses actes à ce qu'elle a adopté et ratifié, et donc fait, à côté de l'inventaire des monuments et richesses artistiques de la France, tel que Malraux l'a pensé en 1964 avec André Chastel, fait son inventaire désormais du patrimoine culturel immatériel. Il y a là une évolution assez intéressante. Patrice ? Non, simplement, le patrimoine, c'est une notion en mouvement. Il faut en avoir bien conscience. Hein. Si vous prenez la liste canonique des monuments historiques, il y a une notice spécifique qui me montre l'origine du syntagme monument historique. Si vous prenez la liste canonique des monuments historiques, qui est celle de 1840, Prosper Mérimée, deuxième inspecteur des monuments historiques et figure majeure de la politique patrimoniale de la monarchie de Juillet. Au passage, nous donnons toute la place à François Guizot et à Louis-Philippe pour leur politique patrimoniale. Établit une liste pour le ministre de l'Intérieur, qui est son ministre de tutelle, qui est une liste pour demander des crédits. Quels sont les monuments qui demandent des crédits d'urgence dans toute la France ? Vous savez qu'il faut lire un peu les journaux de voyage de Mérimée, c'est passionnant, il parcourt la France à cheval. Je me souviens quand j'étais drague de Franche-Comté, j'avais cité un passage d'une lettre où il évoque les punaises qui le rongent à Saint-Lupicin. Je ne sais pas qui a jamais couché à Saint-Lupicin dans le Jura. Bon, bref, donc il est dans un livre, il y a des punaises qui le rongent. Dans d'autres villes, il évoque un peu le plaisir qu'il prend à rencontrer certaines personnes. Bon, mais il fait son travail quand même, Mérimée, il fait son travail. Et donc il dresse cette liste très sérieuse. C'est essentiellement des monuments antiques, évidemment les grands monuments antiques du sud de la France, ceux qui sont conservés, Nîmes qui a sa notice par exemple, Arles évidemment aussi, Orange et Vienne, et il ajoute évidemment beaucoup d'édifices religieux, romans, gothiques, quelques édifices des temps modernes, et puis c'est tout, quoi. Voilà la liste canonique. Aujourd'hui, non seulement le patrimoine matériel s'est dilaté jusqu'à devenir un patrimoine immatériel, mais le patrimoine matériel lui-même est devenu une liste, certains disent parfois de façon critique, une espèce d'inventaire à la Prévert, puisqu'on va évidemment y retrouver tous les monuments que je viens d'évoquer, les grands monuments antiques et médiévaux, mais on va y retrouver aussi une locomotive, une gare, on va retrouver une ancienne usine, on va y retrouver des ponts, on va y retrouver voilà, des hôpitaux, des écoles, des tribunaux, des magasins, etc. Donc, il y a une espèce de dilatation du concept, et qui est une dilatation thématique en quelque sorte, et puis aussi une dilatation chronologique, parce qu'évidemment, au fur et à mesure que le temps avance, les autorités, l'administration courent derrière un peu le temps. Donc,
il y a eu toute une politique sous le ministre Michel Guy et qui tendait à combler le retard en matière de protection du patrimoine du 19e siècle en particulier, si longtemps décrié, le style Napoléon III, le style Pompier, etc. On ne dit plus ça aujourd'hui. Hein. Puis ensuite, ça a été le patrimoine du XXe siècle, qui a été l'objet dans les années 80-90 d'une première politique importante de labellisation, puis de protection au titre des monuments historiques. Donc il y a cette dilatation thématique, cette dilatation chronologique. Au fond, c'est un concept extrêmement plastique, le concept de patrimoine, hein, au point qu'on parle de patrimoine alimentaire. Michel s'en est chargé, de patrimoine naturel. Michel s'en est chargé, il s'est chargé de toutes ces déclinaisons. Hein, voilà. Moi, je suis resté un peu sur le noyau dur, un peu archaïque. Voilà. Bon, lui, il était dans la modernité. Voilà. Donc, il faut bien en prendre conscience, hein, que c'est un concept plastique, un concept évolutif, un concept en mouvement. C'est quelque chose qui est au fond le miroir de l'évolution de la société. Parce que le patrimoine, c'est quelque chose qui est au fond le regard que progressivement, nous, ici, maintenant, nous portons sur le passé et la façon dont nous voulons l'appréhender et le transmettre. Hein. La question du temps est une question très importante dans le champ de patrimoine, la question de la temporalité. Hein. J'ai, pour ma part, beaucoup appris en lisant un historien, qui est un historien plutôt de l'Antiquité, mais qui écrit beaucoup sur le temps, qui s'appelle François Hartog, dont je vous recommande les livres, ils sont parfois ardus, qui travaille beaucoup cette question du temps long, le chronos, et puis il emploie des mots grecs. Hein. Le chronos, mais ça ne nous gêne pas trop. Bon, on a cité beaucoup de grec et de latin, et parce qu'on aime bien. Hein. Dans le livre, on met toujours la traduction, hein, mais on aime bien. Bon, on a cité aussi de l'anglais, de l'italien, bien évidemment, avec la traduction. Patrimoine multilinguistique. Et donc François Hartog parle du temps long, le chronos, et puis il dit qu'il y a des irruptions, ce qu'il appelle le kairos, le moment. Et puis il y a aussi des crises, crisis. Et il bâtit toute sa réflexion sur chronos, kairos, crisis. Et je pense que la problématique patrimoniale peut tout à fait être lue aussi autour de ces trois concepts. Peut-être juste une chose qu'on n'a pas encore dite là et qui me paraît très importante dans toutes ces évolutions, dans toutes même ces mutations qu'a connues la notion même de patrimoine, c'est le fait que ce qu'on appelle aujourd'hui la société civile a joué un rôle fondamental. C'est quelques personnalités, les gens qui conçoivent des cabinets de curiosité, quelques voyageurs, quelques archéologues, j'allais dire précurseurs de l'archéologie plutôt, voilà. Mais c'est aussi les sociétés savantes. Hein, le rôle des sociétés savantes au XIXe siècle, ne pas oublier que la création de la Société des antiquaires de Normandie, qui est un peu l'archétype de la société savante en France, précède de 6 ans la création du poste d'inspecteur général des monuments historiques par Guizot et Louis-Philippe. Hein. Et de la même façon, au XXe siècle, la place des associations. Hein, nous avons l'un et l'autre été en contact dans nos années lyonnaises avec des associations qui ont sauvé la mémoire industrielle de cette ville. Si les associations ne s'étaient pas mobilisées, Lyon, ville industrielle s'il en est, n'aurait à peu près rien conservé, ni de sa mémoire cinématographique, on évoquait l'Institut Lumière, ni de sa mémoire des véhicules, hein, les 3 collections majeures que possède Lyon en matière d'automobile, que ce soit les véhicules légers ou les poids lourds, ont été sauvés par la société civile et
encore, le plus fort, c'est évidemment le patrimoine du textile et de la soie qui a été conservé par les canuts eux-mêmes, ou leurs héritiers, et les entreprises. Georges Matelon, que j'évoquais tout à l'heure, le dernier des canuts, c'est son métier est le seul de la colline de la Croix-Rousse à avoir été conservé. Il est aujourd'hui monument historique. Voilà. Donc c'est cette place, soit d'individus, soit de petits collectifs regroupés en faveur de tel ou tel élément du patrimoine, je crois que c'est quelque chose qu'on a retrouvé tout au long, en tout cas, de l'histoire récente depuis le XVIIIe siècle. Alors Patrice, vous m'avez brûlé la dernière question, mais bon, vous avez déjà bien exposé sur ce que je voulais vous proposer à tous les deux, c'est-à-dire de glisser de l'index des patronymes à l'index des lieux. Bon, voilà, c'est fait, mais quand même pas tout, mais quand même pas tout à fait. Alors Michel est revenu peut-être via Lyon, Berlier, Lumière, au patronyme, mais bon, on va rester sur les lieux parce que peut-être les patronymes, il y a quelque chose qui est peut-être un peu limité. On est du point de vue de la quantité. Un certain nombre de bien que vous auriez pu, mais enfin, on est moins plastique, comme vous le disiez. Par contre, dans le domaine des lieux, là, on est un peu comme dirait Jean-Claude Miller, on est vraiment dans l'illimité. Alors, quand on est face à l'illimité, après tout, quand même, on est là pour parler d'un livre, hein, et pas uniquement d'une notion ou d'une chose qui évolue annuellement vers le plus. Comment on fait comment on arrête ça et comment on fait des choix? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de regrets de ne pas... Et puis, est-ce que finalement, vous avez pensé... Moi, c'est ce que j'imagine, que vous avez essayé de faire figurer dans ce livre à peu près tout ce qui vous semble important pour évoquer toutes ces notions de patrimoine, aussi plastique soit-il, et que vous avez évoqué là, à l'instant aussi brillamment. Oui, c'est tout à fait ça. Le choix des monuments, c'est pas un guide touristique. Hein. Il se trouve que, petite anecdote, notre éditeur, au début du projet, a évidemment cherché des subventions publiques. Il a finalement obtenu une subvention de la DRAC et de la région pour ce projet, mais au début, il s'était adressé au CNL, au Centre national du livre. Il a eu une interlocutrice au CNL. Et il a exposé un peu le projet. Il lui a dit, voilà, ça va faire, je ne sais pas combien, à l'époque, on prévoyait 700 pages. Hein. Bon, on est à 1024. Hein. Bon, ça s'est bien passé quand même, mais il y a eu des moments de crispation. Bon, bref, mais ça s'est bien passé. Et donc, son interlocutrice, je dis, 700 pages pour parler du patrimoine mondial, mais c'est pas assez. C'est pas possible. Vous pouvez pas. Donc, elle n'avait pas compris le projet, mais c'est pas grave. Donc, pour les édifices, nous avons choisi donc 40 édifices qui nous ont paru, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, significatifs d'une problématique patrimoniale. Hein. Je prends les exemples de Toulouse, par exemple. Saint-Cernin. Pourquoi Saint-Cernin? On ne va pas raconter l'histoire de Saint-Cernin. Nous avons saisi Saint-Cernin à partir du XIXe siècle, quand Viollet-le-Duc restaure cette basilique, et conformément à cette théorie, en fait le prototype, au fond, de la basilique romane, hein, mais il restaure un édifice qui n'a jamais existé, avec notamment la création de ce décrochement, hein, sur les toitures. Bon, ça suscite dès l'époque des polémiques à Toulouse. Il y a des érudits, des archéologues qui disent, enfin, qu'est-ce que c'est que cet architecte qui vient? Bon, bref. Quelques 100 ans plus tard, les grandes pierres dont Viollet-le-Duc a recouvert les toitures de Saint-Cernin s'effritent, sont en très mauvais état. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a un vrai débat qui se pose. Est-ce qu'on restaure Viollet-le-Duc, ou bien est-ce qu'on retourne à l'état d'origine connu, parce qu'on a des photographies d'avant la restauration de Viollet-le-Duc, il ne faut pas l'oublier. Hein. Bon. Et donc le choix fait par l'architecte en chef des monuments historiques concernés, Yves Boiret, validé par la Commission supérieure des monuments historiques, c'est de revenir à l'état d'origine de l'édifice.
les premières décisions sont prises sans problème. On restaure le chevet, enfin l'abside et les absidioles, ça ne suscite aucun débat à Toulouse. Hein. Et puis on passe à la seconde étape, qui est effectivement la restauration des toitures, et là c'est, non pas la révolution, il ne faut pas exagérer, mais enfin c'est une émotion patrimoniale, pour reprendre un terme de Daniel Fabre, qui a étudié la question. Émotion patrimoniale, Lou Gardarem Saint-Cernin, hein, c'est un peu la même chose. J'en parle avec détachement aujourd'hui, mais nous l'avons vécu. Bon, et donc des manifestants, c'est un peu les gilets jaunes de l'époque, quoi. Ils campent devant Saint-Cernin en disant « il ne faut pas qu'un ministre parisien touche à notre basilique ». Je pense que jusqu'à présent, beaucoup d'entre eux ne s'étaient pas du tout intéressés à Saint-Cernin, mais comme c'est Paris qui s'en occupe, et forcément, à Toulouse, ça ne peut pas passer. Hein. Bon, c'est une vieille histoire entre Toulouse et Paris. Même si tout ce qu'a acquis Toulouse, c'est souvent parce que Paris l'a décidé. Si Toulouse est la capitale de l'aéronautique aujourd'hui, c'est parce que c'est l'État qui l'a décidé un jour. Bref, je ferme cette parenthèse. Mais j'aime beaucoup Toulouse, hein, rassurez-vous. Toulousains sont un peu pénibles parfois. Bref, donc c'est l'émeute, c'est la révolution, tout le monde vacille, hein, et puis on prend position. Le maire de l'époque, suivant un peu son électorat, se dit qu'est-ce qu'on fait, est-ce que j'ai raison de signer cette convention avec l'État? Le président du Conseil général, qui est du bord politique opposé, dit je soutiens tout à fait le gouvernement, en plus ils sont du même bord. Bref, l'administration essaie de faire son chemin au milieu de cette complexité, hein, et puis finalement... Petite anecdote que certains sans doute ne savent pas, le ministre lui-même, Jacques Lang, vient incognito un samedi, hein, avec uniquement l'inspectrice des monuments historiques, voir de près Saint-Cernin. Elle lui explique tout comme il faut, hein, et puis il rentre et il entérine la décision de la commission supérieure. Les travaux commencent, plus un mot, c'est fini. Hein, voilà. Donc voilà une émotion patrimoniale, voilà une problématique de restauration, mais le problème est réel. Hein. Parce que je vais vous dire mon sentiment, je ne pense pas qu'aujourd'hui, on prendrait la même décision. C'est une décision qui a été prise dans les années 80. Je pense que 30 ans plus tard, 40 ans plus tard, je ne suis pas sûr qu'on ne restaurerait pas Viollet-le-Duc. La preuve, Notre-Dame de Paris. Hein. Notre-Dame de Paris, on a tous vécu en direct ce qui s'est passé, il y a une longue notice sur Notre-Dame de Paris, bon, et l'émotion patrimoniale majeure qu'a constitué l'incendie. Donc la flèche, le président dit, nous la rebâtirons encore plus belle. Ça n'engage personne et ça ne veut rien dire. Hein. Mon propos n'est pas politique, il est humoristique, c'est tout. Bon, et puis, le lendemain, le Premier ministre dit « Nous allons faire appel à un concours d'architectes pour faire une flèche, etc. » Bon, tout ça, petit à petit, s'estompe. En plus, le président de la République a d'autres soucis. Et finalement, on entérine l'avis de la Commission supérieure des monuments historiques qui dit « On va reconstruire la flèche de Viollet-le-Duc à l'Antique. » Pourquoi ? Pas seulement pour des raisons juridiques, parce que Notre-Dame de Paris, comme certains l'ont avancé, parce que Notre-Dame de Paris n'a été classée qu'en 1862, que la flèche existait. Pourquoi elle n'a été classée qu'en 1862 ? Parce que la plupart des cathédrales n'ont été classées qu'en 1862, parce qu'elles dépendaient du ministère des cultes avant, et non pas du ministère de l'Intérieur qui gérait les monuments historiques. Donc, c'est pas... Donc on remonte la flèche, pourquoi ? Parce qu'elle est devenue emblématique. Elle est un élément majeur de la composition urbaine de la ville de Paris. Elle figure sur toutes les photos, sur toutes les peintures du 19e siècle et du 20e siècle. Donc là, la question de la restauration, c'est la restauration, au fond, d'une image autant que d'une réalité matérielle qui est décidée. Parce que, évidemment, ce qui ajoute du cocasse à l'affaire, c'est que la flèche de Viollet-le-Duc est une pure invention de Viollet-le-Duc. Il avait les dessins, avec l'autre architecte qui intervient sur Notre-Dame de Paris, Jean-Baptiste Lassus, il avait les dessins de la flèche abattue pour des raisons de sécurité au XVIIIe siècle, mais il n'a pas eu le souci de refaire cette flèche du XVIIIe siècle. Il a fait sa propre création. Hein. Voilà pourquoi, vous voyez, à 40 ans d'intervalle, Saint-Cernin et Notre-Dame de Paris, on prend des décisions différentes.
peut-être dire que le choix des monuments n'a pas forcément obéi à une logique uniquement nationale. De beaucoup des monuments choisis sont des monuments qui sont ailleurs qu'en France, parce que la problématique qu'ils exposent est peut-être plus intéressante à travers ce monument-là que, par exemple, un exemple français. Je pense, on a fait des notices sur Angkor, par exemple, sur Varsovie, sur la Villa Adriana, qui est à côté de Rome, une espèce de parc des plus beaux monuments de l'Antiquité rêvé par un empereur du IIe siècle, en l'occurrence Adrien. On a fait des notices sur le sac de Pékin, par exemple, sur Casablanca, sur les églises allemandes, soit la Frauenkirche de Dresde ou la cathédrale de Cologne, par exemple. Enfin, voilà. Et puis, bien sûr, il y a une notice sur Rome qui, évidemment, s'imposait là-dessus. Donc, l'idée... Et elle est assez longue. Elle est dans le trio de tête des 3 les plus longues notices, qui sont celles de Patrice. Donc, voilà, l'idée, c'était de choisir le lieu à partir de la capacité qu'il nous permettait d'illustrer une thématique. Justement, sur la cathédrale de Cologne, je m'attendais à avoir affaire aussi au moment d'une certaine ruine de la cathédrale de Cologne, qui a été en partie détruite par les bombardements. Et donc, finalement, elle est restée beaucoup plus debout que tout le reste de la ville. Oui, tout à fait. Cologne a été totalement... Cologne, c'est intéressant pour une autre raison. Dresde a été complètement détruite par les bombardements anglais de 1945, qui n'avaient plus aucune justification militaire, qui sont une pure vengeance de la RAF contre les raids faits par les Allemands, évidemment, contre les villes anglaises, en particulier Coventry. Et donc, Cologne, c'est différent. La cathédrale de Cologne est laissée inachevée au Moyen-Âge. C'est-à-dire que vous avez son chevet et la croisée des transepts, et vous avez le massif occidental. Et entre les deux, il n'y a rien. Elle n'a pas été achevée. Et il reste une grande grue en bois. Victor Hugo, dans son ouvrage Voyage dans le Rhin, en parle admirablement. Et donc, qu'est-ce qui va se passer au XIXe siècle ? Il y a tout un mouvement qui se met en place en Allemagne, au fur et à mesure que monte l'idée nationale en Allemagne. L'Allemagne n'existe pas au XIXe siècle. Il y a la Prusse, il y a la Bavière, enfin bref, je ne fais pas le topo. L'idée nationale monte, et le roi de Prusse, devenu, après 1815, protecteur de la Rhénanie, catholique, lui est protestant, voit une très bonne occasion de se concilier ces sujets catholiques en disant « je vais lancer une grande opération de restauration, d'achèvement de la cathédrale de Cologne ». Même des libéraux comme Heinrich Heine, qui vit à l'époque à Paris, s'y laissent prendre, etc., au début en tout cas. Et donc on va reconstruire on va achever la cathédrale de Cologne, et c'est un acte politique beaucoup plus qu'un acte artistique, même si ça l'est dans les faits, qu'un acte religieux. Si bien d'ailleurs qu'il se trouve que quand la cathédrale achevée est inaugurée, Bismarck est alors chancelier du Reich, cette fois, le roi de Prusse est parvenu à ses fins, et il est en guerre contre l'Église catholique, c'est ce qu'on appelle le Kulturkampf, et l'archevêque de Cologne est interdit de séjour pendant l'inauguration de la cathédrale. Donc, vous voyez, là, on a choisi cet édifice comme emblématique d'une instrumentalisation politique d'un problème patrimonial, d'autant plus important évidemment que Cologne se dresse, non pas face, mais quand même pas très loin de Strasbourg, et que Strasbourg, dès la fin du XVIIIe siècle, c'est le sens de la notice consacrée à Notre-Dame de Strasbourg, est revendiqué par rien moins que Goethe comme emblématique de l'art germanique. Même la première cathédrale gothique, ce qui est faux, puisque la première cathédrale gothique, c'est Saint-Denis et Senlis. Les premières églises gothiques, c'est Saint-Denis et Senlis. Et donc, c'est un peu la Wart am Rhein, la garde au Rhin, c'est-à-dire Strasbourg d'un côté, et puis plus haut là-bas, en aval,
Cologne. Donc voilà aussi la dimension politique, l'instrumentalisation politique du patrimoine qui est très forte. Et à 2 reprises évidemment, les Allemands occupent l'Alsace, à 3 reprises, pardon, à 3 reprises, 70-14, non, à 2 reprises je dis bien, 70-14 et ensuite 70-18, pardon, hein, de 1870 à 1918 et ensuite de 1940 à 1945. Hein. Et donc, symboliquement, Hitler, d'ailleurs, interdit que le culte soit célébré pendant toute la période d'occupation de la Seconde Guerre mondiale. Et, quand même, chose étonnante, le maréchal Leclerc, enfin, il n'est pas encore maréchal à l'époque, le général Leclerc fait prêter à ses soldats dans je ne sais quel désert libyen le serment de Koufra. Nous allons poursuivre la plupart sont musulmans, évidemment, ou animistes, enfin, ils n'ont rien à foutre de la cathédrale de Strasbourg. Bon, il leur fait prêter serment de Koufra. Nous allons poursuivre la guerre jusqu'à planter le drapeau tricolore sur les tours de la cathédrale de Strasbourg. Oui. Donc voilà ce qui est passionnant dans l'histoire du patrimoine, c'est on parle beaucoup aujourd'hui d'intersectionnalité, parfois justement, parfois un peu à tort et à travers, à mon sens, mais l'histoire du patrimoine est totalement intersectionnelle. Tiens, on ne l'a pas écrit ça, c'est dommage. Ça aurait fait très moderne. Bon, l'histoire du patrimoine est totalement intersectionnelle, elle couvre tous les champs de l'activité humaine. Hein. Voilà, c'est un fait social total, comme le dit Marcel Mauss. Alors vous voyez, déjà, vous donnez la preuve qu'on est très vite embarqué, parce que Strasbourg, juste en dessous, il y a Colmar, il y a une très longue notice franco-allemande, si j'ose dire, sur le rétable de Issenheim. Mais bon, on va pas explorer. Mais c'est passionnant, absolument. Et le livre l'est magnifiquement. Peut-être y a-t-il des questions? Oui, ah ben voilà, tout de suite. Alors, en tant qu'auteur de la notice UNESCO, je peux essayer d'apporter des éléments de réponse globaux, mais alors absolument pas sur la situation toulousaine. Ce qu'on peut dire, c'est peut-être 2 choses. D'abord que la Convention de 1972 là, sur le patrimoine mondial culturel et naturel, est une convention qui évoque ce qu'on appelle, dans le langage de l'UNESCO, la VUE, la valeur universelle exceptionnelle. Bon. Donc, quiconque prétend à inscrire un site, une ville ou un monument sur la liste du patrimoine mondial doit attester cette fameuse valeur universelle exceptionnelle. Après, un autre élément important de l'UNESCO, vous l'avez évoqué, mais si je puis me permettre, il faut compléter, c'est effectivement un plan de gestion qui croise à la fois les différentes autorités publiques, la ville elle-même, ou la collectivité qui est la plus proche du territoire candidat, mais également l'État dont ça relève. Ne pas oublier que ce sont les États qui présentent à l'UNESCO les dossiers, hein, et non pas chacune des collectivités. Et puis aussi la société civile. Dans le plan de gestion, il est très important que la société civile soit associée à la fois à la demande et à la gestion du site une fois inscrit. D'ailleurs, pour prendre le cas que nous connaissons un peu de Lyon, Lyon, quand la demande a été initiée par une association, la Renaissance du Vieux-Lyon, accepté par Raymond Barre, alors maire de Lyon, puis donc prise en charge au niveau ministériel, l'UNESCO y était assez peu favorable. Et M. Azzedine Bechaouch, qui était à l'époque le sous-directeur du patrimoine mondial à l'UNESCO, a été invité à une réunion publique organisée par la Renaissance du Vieux-Lyon dans les locaux de l'hôtel de ville de Lyon. Et quand il a vu qu'il y avait 300 à 400 personnes
qui n'étaient pas des responsables de la ville, mais des militants d'une association, et qui ont expliqué de façon très remarquable, en l'espace d'une heure ou 1 heure et demie, pourquoi il y avait effectivement une valeur universelle exceptionnelle à ce territoire lyonnais. Il est reparti en disant « Ok, j'ai compris, y a une vraie volonté politique locale et une volonté sociale. » Voilà. Alors après, ce qu'on dit aussi dans la notice, c'est que l'UNESCO, il y a une grande ambiguïté en fait, parce qu'il y a beaucoup de collectivités qui courent après cette fameuse inscription, parce que très souvent, de façon quasi mécanique, c'est une augmentation tout à fait considérable du nombre des touristes, parce que tous les tours opérateurs, comme on dit, inscrivent la ville sur leur catalogue. Bon. Mais il y a le pendant. Michel Guérin, rédacteur en chef du Monde pour les pages culture, avait un jour titré un papier sur l'UNESCO de façon quelque peu provocatrice, comme il aime bien faire, « Protéger, virgule, c'est détruire ». Et il évoquait, cela dit, des cas qui sont très préoccupants, comme par exemple Luang Prabang au Laos, qu'un ethnologue que nous citons, David Berliner, a étudié, et où il y a une véritable dérive, au fond, directement liée, de façon très paradoxale, à l'inscription sur la liste du patrimoine mondial de cette ville laotienne, qui est à peu près aujourd'hui désertée par ses vrais habitants, Airbnb. Donc ça devient un immense campement de touristes. Et ensuite, les gens se font bâtir des maisons à l'extérieur de la ville. Et ensuite, il y a toute une mise en scène qui peut paraître parfois quand même indécente, de la circulation des jeunes moines qui vont chercher leur nourriture tous les matins, classiquement, enfin bon, etc. Donc il y a une espèce de dérive, il appelle ça, David Berliner, l'unescoisation de Luang Prabang, et c'est vraiment très problématique. Enfin, voilà. Alors, le dictionnaire n'est pas un lieu où nous avons à prendre parti, encore que nous n'hésitons pas des fois à dire un peu ce qu'on pense, mais voilà. Mais c'est aussi montrer que le patrimoine, contrairement à ce qu'on pourrait parfois imaginer, ce n'est pas du tout le lieu du consensus. C'est au contraire un lieu qui est extrêmement, problématique et éventuellement conflictuel. Évidemment, quand on parle d'une notice sur Varsovie ou sur Palmyre, par exemple, ce sont des lieux qui montrent bien toute la charge qu'il peut y avoir sur des éléments du patrimoine. Oui. Très futile, je reconnais. J'ai cru entendre que Prosper Mérimée était le deuxième inspecteur. Oui. Alors qui était le premier? Ludovic Vitet, qui a sa notice aussi, bien sûr. Ludovic Vitet, 1830-1834. C'est le premier des inspecteurs généraux. Avoir des informations sur le premier inspecteur, c'est ce qui me reste à faire. Ah, absolument, oui. Un personnage très intéressant, Ludovic Vitet, aussi grand journaliste, grand critique aussi d'art, mais qui n'a pas travaillé comme inspecteur général des monuments historiques, comme l'a fait Mérimée, qui, sous des dehors un peu de dandy dilettante, est un formidable bourreau de travail qui a vraiment fait une œuvre étonnante. Autre. Vous avez dit très justement que le patrimoine est quelquefois aussi un objet de conflit. À l'heure actuelle, qu'est-ce que vous voyez justement comme
beaucoup en ce moment sur le fait que patrimoine et paysage, restauration, respectant également donc, le développement durable, etc., entrent en conflit justement quelquefois avec d'ailleurs d'autres institutions de l'État. Je crois qu'on a souvent quelques échanges musclés avec l'ADREAL, sur avec l'ADREAL, avec l'environnement, parce que justement, il y a le patrimoine est un lieu de conflit également. Qu'est-ce que vous voyez comme crise justement du patrimoine actuellement ? Comme crise du patrimoine, il y en a. Écoutez, il suffit de lire la presse. Il ne se passe pas de jour, au fond, au moins de semaines, sans que, pendant que nous rédigions ce dictionnaire historique, il y ait des articles sur des problèmes relatifs au patrimoine. Il y a d'abord un élément très important qui ne concerne pas, heureusement, pour l'instant, la France, marginalement, qui est effectivement la prise en otage du patrimoine dans des conflits à caractère idéologique et religieux. On voit très bien ce qui s'est passé en Irak et en Syrie. C'est quand même pas rien, je veux dire. C'est-à-dire la destruction systématique par les islamistes de Daesh de tout ce qui n'était pas eux. C'est-à-dire la négation de l'altérité. Or, le patrimoine, à nos yeux, c'est justement une notion plurielle. C'est le lieu du partage. Autant il a été... Et aujourd'hui, on voit qu'il a tendance à être instrumentalisé dans des perspectives nationalistes. Pas seulement par des terroristes, mais aussi dans certains pays d'Europe. On voit aujourd'hui le patrimoine dans ses divers aspects, patrimoine monumental, patrimoine artistique, patrimoine linguistique, etc., immatériel, devenir un lieu de crispation identitaire, dont notre pays n'est pas à l'abri. Pas besoin d'évoquer l'actualité. Donc je crois qu'il faut être extrêmement vigilant là-dessus. Le patrimoine est un bon révélateur des crises des sociétés. Je pense profondément. On a l'impression que les monuments sont là, que toute l'éternité. Non. Regardez aussi ce qui se passe dans le domaine artistique avec la contestation de la présentation d'un certain nombre d'œuvres d'art dans des musées, sous des prétextes divers. Il y a aujourd'hui une tentation très grande de censure qui est à l'œuvre dans nos sociétés et qui ne fait pas échapper les musées. Il y a des musées américains qui ne présentent plus certaines œuvres. Trois autres éléments qui fait l'objet d'une très grande notice, c'est la question de la restitution, qui met en crise la notion de musée universel, sur laquelle ont été bâtis les musées européens et les musées nord-américains. C'est un débat complexe, qui n'est pas simple, qui ne se résout pas avec des formules. Il faut tout rendre et vite, ça, non, c'est comme la flèche de Notre-Dame. Mais c'est un problème qu'il faut traiter. On ne peut pas le traiter comme le font certains, au nom du caractère inaliénable des collections du musée. Nous ne pouvons pas opposer notre régime juridique aux revendications d'autrui. Quand il s'estime, à tort ou à raison, avoir été spolié, c'est bien. De ce point de vue-là, la restitution décidée par le président de la République et validée par le Parlement des régalias du Bénin, du roi Béhanzin, est une démarche tout à fait légitime. Que dirions-nous si le sceptre, les couronnes royales se trouvaient encore à Moscou, nous n'aurions de cesse que de les réclamer. Donc voilà un autre élément, le patrimoine en crise. Alors, plus modestement, dans la gestion ordinaire du patrimoine, c'est vrai que le patrimoine entre en conflit, et ça a toujours été, avec des problématiques urbanistiques. Comment ? Les secteurs sauvegardés. Les secteurs sauvegardés tendent à y répondre. Peut-être aussi, pour répondre à M. tout à l'heure sur la question du patrimoine UNESCO, c'est qu'après, il y a des contraintes très fortes. Vous avez vu que l'UNESCO n'a pas hésité, par exemple, à retirer de la liste du patrimoine mondial la ville de Dresde, parce qu'on a construit un grand pont sur l'Elbe, dans la plaine, donc ça impose des contraintes.
les gens vont dire, mais il y a déjà plein de contraintes liées au secteur sauvegardé, on va rajouter les contraintes UNESCO, etc. Hein. Alors, les questions environnementales, je les maîtrise moins bien. Si vous pouvez me donner un exemple, ça éclairerait peut-être notre Les réponse. éoliennes. Voilà, dans notre région, on a le problème des éoliennes, puisque Ah, les problèmes des éoliennes. les demandes d'installation d'éoliennes se heurtent Hein? en effet, quelquefois à des avis contraires pour préserver les paysages authentiques. Tout à fait. Les paysages, ou bien on a vu récemment dans un département voisin du mien, le département de la Dordogne, toute une polémique autour d'un pont, hein, à proximité d'un château classé monument historique, hein, qui a abouti au Conseil d'État, et le Conseil d'État a finalement rendu un avis qui considère qu'il faut détruire ce qui a déjà été construit du pont. Hein. Pour l'instant, le président du Conseil général n'obtempère pas, hein, et fait valoir l'addition et la présente à l'État. Hein, voilà. Donc il y a des conflits, il y aura toujours ce type de conflit. C'est pour ça que la question de la prise en compte de l'avis de la société civile est fondamentale dans les politiques patrimoniales aujourd'hui. Regardez la décision qui vient d'être annoncée par le ministère de l'Agriculture de renoncer à la vente du domaine de Grignon. Hein, qui est un domaine historique pour l'enseignement de l'agriculture, et que, de façon un peu subreptice, le ministère de l'Agriculture vendait à un promoteur privé, etc. Alors qu'il y avait un projet alternatif porté par d'anciens élèves de cette école d'ingénieurs dans le domaine de l'agriculture, par des associations, etc. Donc, il faut prendre en compte l'avis de la société civile. Après, aux pouvoirs publics locaux ou l'État de prendre ses responsabilités, mais il faut expliquer. Alors la question des éoliennes est une question complexe, je n'ai pas la réponse aujourd'hui. Hein. C'est vrai que il y a des endroits où les éoliennes ne gênent personne, puis il y a des endroits où non seulement elles sont à proximité d'un monument, ou alors elles saccagent un paysage naturel, etc. Mais c'est sûr que c'est un vrai problème, tout à fait, tout à fait. Oui. Mais ça, tout à fait. Mais là, c'est plus largement la question, quel prix sommes-nous à payer pour la transition écologique, dans tous les domaines d'ailleurs, pas seulement. Sur les rivières, où on demande la destruction de certains biefs, et certaines associations justement font remarquer que bien sûr il faut que l'eau coule, mais que les biefs font partie du patrimoine d'un certain nombre de territoires qui ont construit au fil du temps des moyens justement d'irriguer les terres grâce à ces petits moulins, etc. Ça crée aussi pas mal de... Donc c'est une nouvelle thématique de crise du patrimoine. Tout à fait. Oui. Oui, je crois que les propriétaires de moulins sont particulièrement visés, mais notamment en Dordogne par exemple. Je crois qu'il y a de très très gros problèmes avec les propriétaires de moulins à qui on veut imposer des règles nouvelles qui sont totalement pour eux inaccessibles du point de vue financier. D'autres, oui. La forme dictionnaire a la vertu de ne pas conférer à la notion de patrimoine une espèce de vision téléologique, comme une espèce de chrysalide hégélienne. La notion se révélerait à elle-même, comme l'histoire. C'est le mérite de notre approche, au niveau passage, évidemment, souligner le caractère virtuose de la vie, le travail de bénédicteur vertigineux que ça représente quand on voit l'immensité de tels traités sur l'argent il reste tout de même qu'à travers ça, on se demande ce qu'il advient quand même, par la force des choses, de dire vous ne pouvez pas penser l'histoire autrement que dans une mise en perspective critique, ne serait-ce que par le choix des rubriques que vous faites. Alors tout à l'heure, Michel qui l'a dénié, mais en réalité, elle est forcément omniprésente, ou alors on vous ferait la critique qu'on doit faire à ce dictionnaire, que vous ne couvrez pas l'ensemble du champ, vous, par la force des choses, vous sélectionnez seulement des articles déterminés, de même que du reste, vous ne traitez pas tant de patrimoine que de patrimonialité. Alors ça, c'est toujours le mystère des intitulés que choisissent les éditeurs, mais je ne vous en ferai pas griller. Bon. Au-delà de tout ça, reste
vient-il, dans cette mise en perspective, de la forme ultime parmi tous ces mouvements, Patrice, vous l'avez dit, qui affectent la notion, de la forme ultime qui pourrait voir in fine rien moins que la finitude du patrimoine. Et ça, quelle forme ça prend à travers comment est-ce que vous le traitez, quelles en sont les prémices, est-ce que vous consacrez à ça un minimum de développement? Bon, il y a une notice patrimoine, nous ne l'avons pas écartée, hein, elle est même centrale dans le dictionnaire. Je pense que patrimoine, c'est une notion ouverte. Hein. C'est ça qui fonde notre conviction. S'il y a une idée, une conviction dans notre ouvrage, c'est que c'est une notion ouverte et qui est devenue ouverte. Elle n'a pas toujours été. Hein. Nous l'avons évoqué tout à l'heure, la plasticité de la notion, tout ce qu'elle a pu faire entrer au fil du temps. Hein. Et c'est ça qui est remarquable, au fond, dans ce vieux mot, hein, ta patria, hein, qu'au fil des siècles, malgré les différences de société, il subsiste, il s'enrichisse et il montre sa capacité à assumer l'histoire dans ces artefacts, dans les artefacts matériels qu'elle nous a légués. Et pourquoi cela? Parce que je crois que cela rencontre quelque chose de très profond en chacun de nous. C'est pas seulement un concept politique, un concept philosophique, un concept culturel, le patrimoine. C'est quelque chose qui, à mes yeux, touche un peu à l'intime. J'ai cité dans un petit patrimoine une phrase d'un psychanalyste, et volontairement, qui est Pontalis, Jean-Baptiste Pontalis, qui dit, moi j'utilise sa formule pour l'appliquer au patrimoine, c'est ce temps qui ne passe pas. D'une certaine façon, le patrimoine, c'est ce qui nous fait échapper individuellement chacun à notre finitude. Hein. C'est une façon de nous inscrire dans une histoire qui a eu lieu, qui est celle de nos ancêtres, et qui nous inscrit dans l'histoire qui adviendra. Je crois que c'est ça. C'est pour ça que la question de la temporalité est, à mon avis, centrale sur la question de si je suis amené un jour ou l'autre à réécrire à nouveau, je ne sais pas si Dieu le veut, sur le patrimoine, j'insisterai plus encore sur cette notion liée à la temporalité. Ce temps qui ne passe pas, ce passé dans lequel nous inscrivons et ce futur, au fond, dont nous sommes, en tant que dépositaires du patrimoine, quelque part aussi, du coup, les acteurs. Vous voyez ? C'est ça qui me paraît très important, au-delà de tout le reste. Comment ? Forme de temporalité datée, oui. vous le disiez, Oui, oui. en citant François Hartog, Oui. qui par conséquent interroge sur une autre forme susceptible, contrainte d'advenir, et par conséquent un autre destin, Oui. une autre destinée du patrimoine. Oui, bien sûr. Je regardais la notice de Hubert Robert, vous entendant, je me disais, tiens... Voilà, il y a aussi il y a des peintres aussi. On a fait une place à la peinture, ça n'a l'air de rien, mais Hubert Robert... Et la représentation de la rue, Piranèse et Hubert Robert au XVIIIe siècle, les peintres dessinateurs des ruines s'inscrivent dans cette démarche. Il y a quand même un tableau extraordinaire d'Hubert Robert qui, après avoir peint beaucoup de ruines de Rome, y compris des ruines de fantaisie, des paysages de ruines de fantaisie, etc., qu'il invente, peint la destruction de la Bastille. Quoi. C'est un tableau extraordinaire, ce tableau, auquel il peint la destruction de la Bastille, c'est-à-dire la ruine en train de se faire, qui consomme à la fois la ruine d'un monument et la ruine d'une société, la ruine d'un État politique. Nous avons consacré aussi une notice à la peinture troubadour au XIXe siècle, pour saluer notamment un peintre lyonnais qui s'appelle Fleury Richard, qui est le
premier peintre, ce qu'on appellera après la peinture troubadour, c'est-à-dire qu'il situe des scènes historiques dans des décors, justement, d'églises gothiques, de ruines, etc. Hein. C'est un mouvement extrêmement important qui va beaucoup contribuer au XIXe siècle à la sensibilisation au patrimoine, à quoi contribueront aussi, par exemple, tous les peintres romantiques allemands, avec les grands tableaux de cathédrales, de Schinkel, etc. Donc il y a aussi tous les autres arts qui sont en articulation avec le patrimoine. C'est un registre très divers sur lequel joue le patrimoine. La littérature, la peinture, notamment. Il y a des grands écrivains qui sont illustrés en défense du patrimoine. Chateaubriand, Hugo, Barrès, Proust. Nous avons consacré une notice à Proust. La question justement du temps. Proust est une question centrale, et c'est pas pour rien que la question du patrimoine, il n'emploie jamais le mot, bien évidemment, parce qu'il n'est pas en usage à son temps, mais la question du patrimoine est assez présente dans l'œuvre de Proust. Comme un traducteur de Ruskin. Comment ? Comme un traducteur de Ruskin. Comme traducteur de Ruskin. Nous avons fait une notice sur Ruskin. C'est un personnage extraordinaire, Ruskin, un grand écrivain anglais, adversaire très vif parfois de Viollet-le-Duc et des théories de la restauration de Viollet-le-Duc, qui va parfois jusqu'à dire, au fond, il faut laisser justement le temps faire son œuvre, hein, et surtout ne jamais restaurer un monument. Hein, voilà. C'est dommage que l'œuvre de Ruskin, c'est notamment les 7 lampes de l'architecture, a été traduite plusieurs fois en français, mais il y a des textes de lui. La Bible d'Amiens Proust l'a traduite avec l'aide de sa mère et d'une amie, Marie Lordlinger, mais il y a d'autres textes de Ruskin, notamment ses souvenirs de jeunesse qu'il avait publié sous le titre Praeterita, qui n'ont jamais été traduits depuis le début du XXe siècle. Mais c'est un écrivain très intéressant parce que justement, il place cette question du temps, de l'acceptation du temps au cœur de sa réflexion sur le patrimoine. Bon, mais je vous propose de clore ici cet exposé brillant de vous deux. Merci. Et puis, il reste à explorer voilà, des heures et des heures d'aventures historiques avec des nouveaux Alexandre Dumas. Merci à vous deux. Et bonne lecture. Vous avez pu écouter une rencontre avec Patrice Béguin, co-auteur avec Michel Knobuller du Dictionnaire historique du patrimoine, Fage Édition, enregistrée le 15 novembre 2021 à la librairie Ombre Blanche, réalisée et mise en onde par Radio Radio.